Il pensait que Camille Fournier pleurait chez elle. En réalité, elle était en train d'acheter une robe à 50 000 € et d'engager le meilleur détective privé de la Côte d'Azur. La jeune femme en rouge écarlate, suspendue au bras de Guillaume Lambert à la villa Efrussi de Rothschild, ignorait 3 choses cruciales. Premièrement, que Camille avait orchestré chaque détail pour qu'elle soit là ce soir. Deuxièmement, que la clé USB dans le sac Hermès de Camille contenait des photos de Chloé avec 2 autres hommes mariés au cours des 6 derniers mois. Et troisièmement, le plus important, que dans 30 minutes, Chloé quitterait ce bal en pleurant comme une enfant, tandis que Camille deviendrait la légende que la haute société de la Riviera se raconterait pendant les 50 prochaines années. Guillaume pensait qu'il échangeait une épouse ennuyeuse contre une poupée gonflable de luxe. Chloé pensait qu'elle conquérait un prince charmant. Aucun des deux n'imaginait qu'il venait de réveiller une reine. Et les reines ne pardonnent pas. Elles détruisent avec style. La soirée de septembre à la villa Efrussi de Rothschild était imprégnée d'ostentation et de fausseté. Les lustres en cristal de baccarat déversaient une lumière dorée sur le salon principal, où le gratin de la société française se réunissait pour le traditionnel gala de la Fondation, Cœur et Espoir. La climatisation maintenait l'atmosphère à une température parfaite, contrastant avec la chaleur étouffante de l'hypocrisie qui régnait parmi les invités. Guillaume Lambert ajusta le poignet de sa chemise en soie d'un grand couturier pour la 3e fois en 5 minutes. À 38 ans, le promoteur immobilier avait bâti un empire qui lui garantissait une présence constante dans les chroniques mondaines, mais ce soir-là, il se sentait particulièrement anxieux. Non pas à cause de l'importance de l'événement, après tout, il avait déjà assisté à des dizaines de bals similaires, mais à cause de la compagnie qu'il avait choisi d'amener. Chloé Morel glissait à travers le salon comme si elle en était la propriétaire. À 29 ans, la jeune femme affichait une beauté artificielle des plus frappantes, des cheveux blonds platine tombant en vagues parfaites sur ses épaules nues, mise en valeur par la robe rouge écarlate de chez Dior que Guillaume avait achetée spécialement pour l'occasion. Le décolleté généreux et le tissu qui épousait chacune des courbes de son corps n'échappaient ni au regard masculin présent, ni aux commentaires chuchotés des dames de la société. « Et Guillaume, mon cher !» La voix stridente de Sylvie Renaud, l'épouse du député, déchira l'air comme un rasoir. « Et quelle surprise de vous voir ici, et accompagné !» Ses yeux parcoururent Chloé de haut en bas, une analyse prédatrice déguisée en courtoisie sociale. « Sylvie, toujours un plaisir. » Guillaume força un sourire tandis qu'il sentait la sueur perler sur son front. « Voici Chloé Morel, ma conseillère spéciale. » Chloé rit. Un son cristallin qui résonna dans l'atmosphère. « Conseillère, quelle modestie, mon amour. » Ses ongles, rouges comme le sang, caressèrent possessivement le bras de Guillaume. « Nous sommes bien plus intimes que ça, n'est-ce pas ?» L'embarras de Guillaume était palpable, mais Chloé semblait se nourrir de la situation. Elle avait passé des mois à planifier ce moment, la soirée où elle serait enfin présentée à la société comme la nouvelle femme de Guillaume Lambert. Dans son esprit juvénile et ambitieux, c'était son couronnement officiel. L'épouse légitime, Camille, était devenue une figure fantomatique dans leur conversation, une femme qui préférait la discrétion à l'éclat des projecteurs. Et cela, pour Chloé, était un signe de faiblesse. « Où est Madame Lambert ?» La question de Sylvie fut posée avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui sait exactement où frapper pour faire mal. « Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue dans les soirées mondaines. » Guillaume déglutit. Camille a été très occupée par des projets personnels. « Quel dommage, murmura Sylvie, bien que son ton suggéra exactement le contraire. C'était une femme si élégante, elle a toujours su se comporter avec classe. Le mot, c'était, plana dans l'air comme une sentence de mort. Chloé sentit une pointe d'irritation. Pourquoi la comparait-on toujours à cette femme effacée? Guillaume lui avait raconté que Camille était ennuyeuse, sans éclat, une épouse qui se contentait de rester à la maison à lire des livres au lieu de l'accompagner aux événements importants. Pour Chloé, cela prouvait seulement que certaines femmes étaient nées pour briller, tandis que d'autres étaient nées pour disparaître. « Et Guillaume, je dois te parler du projet de la marina », l'interrompit Stéphane Dubois, l'un des associés minoritaires de l'entreprise.
Le soulagement sur le visage de Guillaume fut instantané. Tandis que les hommes s'éloignaient pour discuter affaires, Chloé resta seule au centre du salon, se sentant comme une reine sur son trône. Les flashs des photographes mondains la trouvaient constamment, et elle savait que ses photos feraient la une des magazines People la semaine suivante. La nouvelle passion de Guillaume Lambert, ou l'homme d'affaires bien accompagné, elle pouvait déjà imaginer les gros titres. Le champagne cristal coulait généreusement parmi les invités, et Chloé ne s'en privait pas. À chaque gorgée, elle se sentait plus confiante, plus maîtresse de la situation. Elle s'approcha d'un groupe de femmes du monde qu'elle connaissait superficiellement des salons de coiffure et des salles de sport de la promenade des Anglais. « Chloé, quelle robe éblouissante !» commenta Nathalie Bernard, l'épouse d'un magistrat. « Le Dior, un cadeau de Guillaume », répondit Chloé, en prenant soin de souligner leur intimité. « Il a un goût raffiné pour choisir les vêtements féminins. » Les femmes échangèrent des regards complices. Toutes savaient ce que cela signifiait. Guillaume Lambert exhibait publiquement sa maîtresse, un comportement qui, bien que n'étant pas rare dans ses cercles, provoquait toujours un certain frisson lorsqu'il était fait de manière aussi effrontée. « Et comment vous adaptez-vous à votre nouvelle position ?» La question de Nathalie avait un double sens, et toutes rirent discrètement. « Parfaitement », répondit Chloé en relevant le menton. « En vérité, je me suis toujours senti plus à l'aise dans cet environnement que certaines personnes qui s'isolent à la maison. » Le commentaire malveillant sur Camille ne passa pas inaperçu. Les femmes présentes connaissaient bien le code non écrit de la haute société. Lorsqu'une épouse cessait d'apparaître aux événements, cela signifiait généralement qu'elle avait perdu la bataille face à une rivale plus jeune et plus ambitieuse. De l'autre côté du salon, Guillaume essayait de se concentrer sur la conversation d'affaires, mais ses yeux erraient constamment vers Chloé. Une partie de lui se sentait fière d'être avec une femme si jeune et séduisante. C'était une confirmation de sa virilité et de son succès. Une autre partie, cependant, commençait à s'interroger sur la sagesse d'exposer aussi ouvertement sa relation extra-conjugale. « Elle est jolie », commenta Stéphane en suivant le regard de Guillaume. « Mais ne trouvez-vous pas risqué d'amener votre amie à un événement de cette envergure ?» « Chloé n'est pas seulement une amie », répliqua Guillaume, plus sur la défensive qu'il ne l'aurait voulu. « Nous avons une relation sérieuse. » « Sérieuse ?» Stéphane arqua un sourcil. « Et votre femme est au courant ?» Guillaume détourna le regard. Camille le savait, bien sûr. Comment ne le saurait-elle pas? Les rumeurs couraient depuis des mois, et il ne faisait même plus d'efforts pour être discret. Mais Camille, fidèle à son tempérament réservé, n'avait fait ni scène ni menace. Elle s'était simplement retirée encore plus, ce que Guillaume avait interprété comme une acceptation tacite de la nouvelle situation. Camille comprend que notre mariage a évolué vers quelque chose de différent, murmura-t-il en sirotant son cognac. En réalité, Guillaume avait épousé Camille Fournier 15 ans plus tôt pour des raisons pratiques. Elle venait d'une famille traditionnelle avec d'importantes relations dans la magistrature et la politique, des relations qui avaient été cruciales pour la croissance de ses affaires. Camille était intelligente, cultivée, une épouse parfaite sur le papier. Mais au fil des ans, Guillaume avait commencé à la voir comme un meuble, toujours présente, toujours fiable, mais sans l'éclat et l'excitation qu'il avait commencé à chercher ailleurs. Chloé représentait tout ce que sa femme n'était pas, spontanée, sensuelle, impressionnable. Lorsqu'il l'avait rencontrée lors d'une soirée dans un cabinet d'avocat où elle travaillait comme réceptionniste, il fut immédiatement attiré par sa jeunesse et sa soif d'ascension sociale. Il était facile de l'impressionner avec des dîners coûteux et des cadeaux luxueux. Il était facile d'être le héros dans la vie de quelqu'un qui venait d'un 2 pièces du quartier de la Libération à Nice. Et Guillaume. La voix de Chloé le ramena au présent. Elle s'approchait avec un sourire radieux, suivi d'un homme plus jeune qu'il reconnut comme étant Maxime de Courcy, l'héritier de l'une des plus grandes fortunes du pays. Maxime me parlait de la nouvelle collection d'art qu'il a récemment acquise, dit Chloé, les yeux brillants d'intérêt. Les Picasso, Van Gogh, c'est fascinant. Guillaume sentit une pointe d'irritation. Chloé flirtait ouvertement, et Maxime, connu pour sa réputation de séducteur, semblait disposé à répondre.
C'était humiliant de devoir rivaliser pour l'attention de sa propre maîtresse en public. Chloé, nous devons parler aux organisateurs de l'événement, l'interrompit-il en la prenant par le bras. Mais Guillaume, Maxime m'invitait à voir sa galerie privée, protesta-t-elle en faisant la moue. Une autre fois, répondit sèchement Guillaume, l'éloignant du jeune héritier. Tandis qu'il traversait le salon, Chloé murmura à son oreille, « Ne sois pas jaloux, mon amour. Tu sais bien que tu es le seul homme de ma vie. » Les mots auraient dû le rassurer, mais Guillaume sentait une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Chloé ce soir-là, une confiance excessive, une présomption que sa place était garantie, qui le dérangeait profondément. Près de la table principale, où se trouvaient les organisateurs de l'événement et quelques politiciens importants, Guillaume aperçut Laurent Giroux, un journaliste mondain influent. L'homme les observait avec un intérêt évident, rédigeant déjà mentalement la note qui paraîtrait dans sa chronique du lendemain. Guillaume Lambert, depuis combien de temps? Laurent s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et cette belle jeune femme doit être Madame Lambert. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Guillaume sentit son visage rougir, tandis que Chloé, loin d'être embarrassée, sourit encore plus largement. « Pas encore », répondit-elle avec un petit rire, « mais qui sait, bientôt. » L'insinuation était claire comme du cristal. Chloé ne se contentait pas d'être la maîtresse. Elle avait de plus grands projets et les annonçait à l'un des commères les plus dangereux de la Côte d'Azur. Guillaume força un rire nerveux. « Laurent, vous connaissez Chloé Morel ?» Chloé, Laurent est l'un des journalistes les plus respectés de la Côte d'Azur. « L'immense plaisir, » dit Laurent, en embrassant la main de Chloé avec une galanterie exagérée. « Et j'imagine que nous aurons beaucoup à nous raconter dans les temps à venir. » La menace voilée ne passa pas inaperçue pour Guillaume. Laurent Giroux avait le pouvoir de faire ou de défaire des réputations avec une seule chronique. S'il décidait de transformer la situation en scandale, les conséquences pourraient être dévastatrices, non seulement pour son image publique, mais aussi pour ses affaires. Tandis qu'ils conversaient, le salon continuait de se remplir. Des politiciens influents saluaient des hommes d'affaires. Des femmes du monde exhibaient leurs dernières acquisitions de bijoux et de haute couture, et l'orchestre jouait des valses classiques qui créaient une bande sonore parfaite pour ce théâtre d'apparence. Chloé était dans son élément. Elle saluait des connaissances, posait pour des photos, complimentait des personnes importantes, comme si elle était effectivement Madame Lambert. Chacun de ses gestes était calculé pour consolider sa position, pour faire comprendre qu'elle n'était pas seulement une aventure passagère, mais la nouvelle réalité dans la vie de Guillaume. Mais au fond de son esprit ambitieux, Chloé ne pouvait ignorer complètement les chuchotements qu'elle entendait en passant. Où est Camille Fournier? Quelle situation embarrassante. La pauvre Camille a toujours été une dame si distinguée. Pourquoi tout le monde insistait-il pour parler de cette femme? Chloé ne l'avait jamais rencontrée personnellement. Guillaume avait toujours dit que Camille préférait éviter les conflits et les confrontations. Pour elle, cela ne faisait que confirmer sa supériorité. Pendant que Camille se cachait chez elle, elle brillait dans les salons de la haute société. Ce que Chloé ignorait, c'est qu'à cet instant précis, à quelques rues de là, Camille Fournier se préparait méticuleusement pour sa propre entrée à la villa Efrussi de Rothschild. Et quand elle arriverait, plus rien ne serait comme avant. Camille était devant le miroir en pied de son dressing, observant sa propre image avec la froideur analytique d'un général planifiant une bataille. À 35 ans, elle possédait une beauté mature et sophistiquée qui contrastait drastiquement avec l'attrait juvénile et évident de sa rivale. Ses cheveux châtains foncés tombaient en vagues douces sur ses épaules, encadrant un visage aux traits classiques qui n'avait pas besoin de maquillage lourd pour avoir de l'impact. La robe qu'elle avait choisie pour la soirée était un chef-d'œuvre de la haute couture française, un Chanel noir à la coupe impeccable, avec des détails en perles qui parcouraient le décolleté discret mais élégant. La pièce avait coûté plus que de nombreuses voitures, mais ce n'était pas le prix qui la rendait spéciale, c'était ce qu'elle représentait, pouvoir, classe, légitimité, tout ce que Chloé Morel tentait d'acheter avec l'argent emprunté au mari d'une autre femme. Camille savait exactement ce qui se passait à la villa Efrussi de Rothschild à ce moment-là. Elle avait reçu pas moins de 15 appels d'amis inquiètes tout au long de la semaine,
chacune désireuse d'être la première à raconter l'humiliation publique que Guillaume lui infligeait. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Camille avait orchestré chaque détail de cette situation. « Madame, la voiture est arrivée », annonça Geneviève, sa gouvernante depuis plus d'une décennie, apparaissant à la porte du dressing. La femme d'âge mûr observa Camille avec admiration et inquiétude à parts égales. « Madame est sûre de vouloir faire ça ?» Camille sourit. Le premier sourire authentique qu'elle avait esquissé depuis des mois. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie, Geneviève. » La vérité était que Camille avait découvert la trahison de Guillaume bien avant n'importe quel commère mondain. Non pas parce qu'elle était particulièrement perspicace, mais parce que Guillaume était d'une négligence embarrassante. Des reçus de restaurants coûteux pour 2 personnes quand il était censé être en réunion de travail, des factures de bijoux et de robes sur sa carte d'entreprise, du parfum féminin sur ses vêtements, qui n'était certainement pas le sien. Pendant les premiers mois, Camille avait ressenti la douleur familière de la trahison, la blessure à l'ego, le sentiment d'insuffisance, la question de savoir où elle avait échoué en tant qu'épouse. Mais un après-midi de mardi particulièrement mélancolique, quelque chose changea. Elle feuilletait un album de photos de mariage quand elle tomba sur une image d'elle-même le jour de la cérémonie. Sur cette photo, elle rayonnait d'une lumière qui s'était perdue au fil des années de mariage. Ce fut à ce moment-là que Camille comprit une vérité libératrice, elle n'avait pas perdu Guillaume au profit de Chloé parce qu'elle avait échoué en tant qu'épouse. Elle l'avait perdu parce qu'il avait échoué en tant qu'homme. À partir de cette épiphanie, Camille commença à planifier non pas une vengeance vulgaire et émotionnelle, mais une stratégie froide et chirurgicale qui non seulement exposerait la farce du couple, mais lui garantirait également la liberté qu'elle désirait inconsciemment depuis des années. Pendant les 6 mois suivants, Camille observa, engagea discrètement un détective privé, non pas pour confirmer la trahison qu'elle connaissait déjà, mais pour la documenter minutieusement, photographies, vidéos, registres d'hôtels, et même des enregistrements de conversations compromettantes que Guillaume et Chloé avaient dans des lieux publics, se croyant en sécurité dans la bulle d'arrogance qu'ils avaient créée. Plus important encore, Camille utilisa ce temps pour réorganiser ses finances. Guillaume avait toujours supposé qu'elle dépendait financièrement de lui, une supposition machiste et ignorante. En réalité, Camille avait hérité d'une fortune considérable de sa grand-mère Colette, des investissements immobiliers et boursiers qu'elle gérait personnellement, sans impliquer son mari. De plus, elle possédait sa propre entreprise de conseil en art qui rapportait bien plus que ce que Guillaume imaginait. Pendant les mois d'absence des événements sociaux, Camille s'était également consacrée à elle-même d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Un coach sportif 3 fois par semaine, des traitements esthétiques réguliers, un renouvellement complet de sa garde-robe. Non pas pour reconquérir Guillaume, ce pont avait été irréversiblement brûlé, mais pour elle-même. Ce soir-là, Camille avait choisi le gala de la fondation, Cœur et Espoir, pour des raisons stratégiques précises. C'était un événement qui réunissait le noyau dur de l'élite de la Côte d'Azur, des gens qui connaissaient sa famille depuis des décennies et qui respectaient sa lignée et sa classe. C'était aussi un environnement où les règles sociales non écrites fonctionnaient en sa faveur. Aussi tolérants qu'ils fussent des excès masculins en privé, l'exposition publique d'une trahison conjugale était toujours considérée comme un acte de mauvais goût qui devait être puni. Plus crucial encore, Camille savait que Guillaume amènerait Chloé au bal. C'était elle-même qui, par l'intermédiaire d'une amie commune, avait glissé l'idée dans la tête ambitieuse de la jeune maîtresse, le gala de la Fondation Cœur et Espoir est l'événement le plus important de l'année, avait-elle commenté stratégiquement lors d'un déjeuner. C'est là que la société se montre vraiment. Le chauffeur particulier de Camille, Jean-Pierre, l'attendait à l'entrée du bâtiment. C'était un homme discret et loyal qui travaillait pour la famille Fournier depuis près de 20 ans. Il connaissait tous les secrets, toutes les nuances de la vie de Camille, et sa discrétion était absolue. « Bonsoir, Madame Camille », la salua-t-il en ouvrant la portière de la Mercedes-Benz classe S noire. « Vous êtes éblouissante ce soir. »« Merci, Jean-Pierre. Allons à la villa Efrussi de Rothschild. » Pendant le trajet de 30 minutes, Camille révisa mentalement chaque détail de son plan. Elle avait minuté son arrivée pour un moment exact où le bal serait à son apogée,
lorsque tous les invités importants seraient déjà présents, lorsque les photographes mondains seraient les plus actifs, lorsque Guillaume et Chloé seraient les plus détendus et confiants. Le téléphone de Camille vibra avec un message de Françoise Chevalier, l'épouse d'un magistrat et une de ses plus anciennes amies. « Chérie, il s'exhibe de façon honteuse. Elle se présente pratiquement comme ta remplaçante. Viens vite mettre fin à cette mascarade. » Camille sourit en lisant le message. Françoise avait toujours été son alliée la plus féroce, une femme de la vieille garde qui croyait fermement que certaines traditions et hiérarchies sociales devaient être respectées. Pour Françoise, Chloé n'était qu'une parvenue sans classe, essayant d'occuper une place qui ne lui appartenait pas. D'autres messages suivirent, tous d'amis indignés, rapportant les attitudes de Guillaume et Chloé. Là elle porte un Dior rouge complètement inapproprié pour un événement de charité, écrivit Nathalie Bernard. Il l'a présentée comme conseillère spéciale, mais elle s'est corrigée elle-même en disant qu'ils étaient bien plus intimes, ajouta Sylvie Renaud. Chaque message confirmait que le plan de Camille fonctionnait parfaitement. Guillaume et Chloé creusaient leur propre tombe avec une excitation presque comique. Camille repensa à sa vie avec Guillaume pendant les premières années de mariage. Elle avait sincèrement essayé d'être une bonne épouse, de le soutenir dans ses affaires, de l'accompagner aux événements sociaux, de maintenir la maison impeccable, d'être la compagne parfaite en toutes occasions. Mais Guillaume avait toujours semblé la voir comme un accessoire coûteux et bien éduqué, pas comme une véritable partenaire. Au fil des ans, elle s'était rendue compte que Guillaume l'avait choisie non par amour, mais par convenance sociale. Elle apportait respectabilité, connexion familiale et une image d'épouse idéale qui complétait ses ambitions entrepreneuriales. En contrepartie, il lui offrait sécurité financière et statut social, une transaction commerciale déguisée en romance. L'éveil de Camille à cette réalité fut graduel, mais irréversible. Elle commença à remarquer comment Guillaume l'ignorait pendant les conversations lors d'événements sociaux, comment il l'interrompait lorsqu'elle exprimait des opinions, comment il supposait que ses propres décisions étaient automatiquement correctes, sans consulter sa perspective. De petites humiliations qui s'étaient accumulées au fil des ans jusqu'à former un poids insupportable. Quand elle découvrit la trahison, Camille se sentit initialement dévastée. Mais en observant le comportement de Guillaume avec Chloé, la façon dont il se laissait attendrir par sa fausse naïveté, la façon dont il se sentait important en jouant le mentor de la jeune ambitieuse, elle réalisa qu'elle n'avait pas perdu un amour véritable, elle s'était débarrassée d'un fardeau. « Nous arrivons, Madame Camille », annonça Jean-Pierre, interrompant ses réflexions. Camille regarda par la fenêtre et vit les lumières dorées de la villa Efrussi de Rothschild briller dans la nuit. Des dizaines de voitures de luxe étaient garées à l'entrée, tandis que des paparazzis et des photographes mondains attendaient l'arrivée de personnalités importantes. Le tapis rouge s'étendait du trottoir jusqu'à la porte principale, bordé d'arrangements floraux exubérants. « Jean-Pierre, donnez-moi encore 5 minutes, » demanda Camille. « Je veux que mon entrée soit mémorable. » Elle ouvrit son sac Hermès et vérifia le contenu une dernière fois. Outre les articles habituels rouge à lèvres, poudre compacte, portefeuille, il y avait une clé USB discrète, contenant tous les documents et preuves qu'elle avait recueillis sur Guillaume et Chloé. Elle ne prévoyait pas de l'utiliser ce soir-là, mais il était toujours bon d'avoir un atout dans sa manche. Camille portait également quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle preuve physique, la certitude absolue qu'elle faisait ce qu'il fallait. Pendant 15 ans, elle avait été l'épouse parfaite, discrète, qui résolvait les problèmes sans faire de vagues. Ce soir-là, elle serait exactement le contraire. Son téléphone vibra une fois de plus. C'était un message de Laurent Giroux, le journaliste mondain. « Et Camille, ma chère, j'ai appris que vous veniez au bal. C'est parfait. Votre élégance me manquait dans ces événements. On se voit à l'intérieur. Parfait. » Laurent préparait clairement le terrain pour une confrontation épique entre l'épouse et la maîtresse. Comme tous les bons journalistes mondains, il pouvait sentir le drame dans l'air et voulait s'assurer d'être au premier rang lorsque tout éclaterait. Maintenant, oui, Jean-Pierre, c'est l'heure du spectacle. Le chauffeur sourit dans le rétroviseur. Il avait vu Camille grandir, passant d'une jeune femme timide à une femme puissante,
et il savait que cette nuit serait historique. Lorsque la Mercedes s'arrêta devant la villa Ephrussi de Rothschild, un murmure se répandit parmi les photographes. Camille Fournier était devenue une figure mystérieuse ces derniers mois. Son absence des événements sociaux avait généré des spéculations et des théories du complot. Maintenant, sa réapparition promettait des réponses. Jean-Pierre descendit de la voiture et marcha calmement jusqu'à la porte arrière. Le silence était presque palpable. Même les paparazzis les plus expérimentés savaient qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la porte s'ouvrit et que Camille posa le pied sur le tapis rouge, il y eut un moment de suspension temporelle. Elle était radieuse d'une manière que personne ne se souvenait avoir vue auparavant. Plus confiante, plus imposante, plus véritablement puissante. Les flashs crépitèrent en une séquence frénétique, tandis que Camille marchait lentement vers l'entrée. Chaque pas était calculé, chaque mouvement était une déclaration. Elle salua les photographes d'un signe de tête, mais ne s'arrêta pas pour des interviews. Il y avait un travail plus important à faire. À l'entrée de la villa, le portier la reçut avec une révérence presque féodale. « Madame Lambert, quel honneur de vous avoir de retour parmi nous. Le plaisir est pour moi, Robert. Une belle soirée, n'est-ce pas ?» Tandis qu'elle marchait dans les couloirs de la villa en direction du salon principal, Camille pouvait entendre le murmure de la foule à l'intérieur, musique, rire, conversations animées, le son de personnes qui n'avaient aucune idée que leur vie était sur le point d'être bouleversée. Elle s'arrêta devant les doubles portes du salon, ajusta son collier de perles une dernière fois et inspira profondément. De l'autre côté de ces portes se trouvaient Guillaume et Chloé, probablement encore en train de se délecter de l'attention qu'ils recevaient. Croyant toujours avoir conquis quelque chose d'important, il n'avait aucune idée que la véritable reine était arrivée pour réclamer son trône. Musique. Le salon de la villa Ephrussi de Rothschild était à son apogée lorsque Camille Fournier fit son entrée. L'orchestre jouait une valse de Strauss. Des couples dansaient élégamment au centre du salon et le brouhaha des conversations créait une symphonie de civilité bien éduquée. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les robes de soirée et les smokings impeccables, créant une atmosphère d'opulence raffinée. Guillaume était près du bar, riant fort d'une blague que Stéphane Dubois venait de raconter, lorsque le premier chuchotement parvint à ses oreilles. Et Camille est arrivée. Le sourire se figea sur son visage. Il se retourna lentement, cherchant des yeux la silhouette familière de sa femme, mais ne parvint pas à la localiser dans la foule. Une partie de son cerveau espérait encore que ce n'était qu'une rumeur, que quelqu'un avait confondu une femme brune en robe noire avec Camille. Et Guillaume. La voix de Françoise Chevalier retentit derrière lui comme l'annonce d'une tempête. Votre épouse est éblouissante ce soir. Il se retourna et vit Françoise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le genre de sourire que les femmes de la haute société utilisaient. Lorsqu'elles étaient sur le point d'assister à l'humiliation publique de quelqu'un qu'elles jugeaient méritant. C'est alors qu'il la vit. Camille entrait dans le salon principal avec la sérénité d'une reine retournant à son palais après un long exil. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une aura de pouvoir et d'assurance que Guillaume ne se souvenait pas avoir vue auparavant. La robe Chanel noire épousait sa silhouette avec une élégance mathématique. Les perles à son cou captaient la lumière de manière hypnotique et ses cheveux châtains brillaient comme de la soie polie. Mais le plus impressionnant était sa posture. Camille ne marchait pas, elle glissait. Chaque mouvement était délibéré, chaque geste calculé pour un impact maximal. Et partout où elle passait, les conversations cessaient, les regards se tournaient et un silence respectueux se répandait comme des ondes sur un lac. Guillaume sentit sa bouche s'assécher. En 15 ans de mariage, il n'avait jamais vu Camille commander une pièce de cette manière. C'était comme si elle était passée de second rôle à protagoniste de sa propre vie. De l'autre côté du salon, Chloé racontait une anecdote à un groupe d'épouses d'hommes d'affaires lorsqu'elle remarqua que son auditoire s'était distrait. Toutes regardaient fixement quelque chose ou quelqu'un derrière elle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, se retournant pour suivre la direction des regards. Et alors elle la vit aussi. Chloé avait souvent imaginé à quoi ressemblerait sa première rencontre avec l'épouse légitime de Guillaume. Dans ses fantasmes,
Camille serait une femme effacée, visiblement vieillissante, clairement inférieure à tous les égards qui comptaient. La réalité fut un choc brutal. La femme qui marchait vers elle rayonnait d'une élégance naturelle qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Il y avait quelque chose de presque aristocratique dans sa posture, une classe innée qui fit que Chloé se sentit soudain comme une enfant jouant à se déguiser avec les vêtements de sa mère. Camille saluait les invités avec la grâce parfaite de quelqu'un né pour ce monde. Un baiser sur le visage de Sylvie Renaud, une poignée de main chaleureuse avec le député, un mot aimable pour l'épouse du magistrat. Chaque interaction réaffirmait sa position dans la hiérarchie sociale, non pas comme l'épouse trahie cherchant la sympathie, mais comme la grande dame retournant à sa place légitime. « Camille, ma chère. » La voix de Nathalie Bernard déchira l'air comme une cloche de cristal. L'épouse du magistrat s'approcha les bras ouverts, visiblement émue de revoir son amie après des mois d'absence. « Quelle immense joie de vous revoir. Vous nous avez tant manqué. » L'étreinte entre les deux femmes fut chaleureuse et sincère, contrastant drastiquement avec les démonstrations artificielles d'affection qui caractérisaient la plupart des interactions dans cet environnement. Chloé observa la scène avec un malaise croissant, réalisant pour la première fois que Camille n'était pas seulement l'épouse de Guillaume, elle était une figure respectée et aimée à part entière dans cette société. « Nathalie, vous êtes toujours aussi radieuse, » répondit Camille, sa voix mélodieuse portant un ton d'affection sincère. « Ah, comment va Robert ? J'ai entendu dire que la nomination à la Cour de cassation avait été confirmée. » Oui, nous sommes très heureux. Mais parlez-moi de vous, où vous êtes-vous cachés tous ces mois ? Vous nous avez tant manqué. Camille sourit avec une élégance mystérieuse. Je m'occupais de quelques affaires personnelles. Parfois, une femme a besoin de temps pour réorganiser ses priorités. La réponse était diplomatiquement vague, mais chargée de sous-entendus qui ne passèrent pas inaperçus auprès des femmes présentes. Tout était au courant de la situation avec Guillaume et Chloé et commençait maintenant à comprendre que l'absence de Camille aux événements sociaux n'avait pas été due à l'humiliation ou au désespoir, mais à la stratégie. Tandis que Camille conversait, Guillaume restait paralysé près du bar. Une partie de lui voulait s'approcher, la saluer comme si rien n'avait changé, maintenir la façade d'un mariage harmonieux qu'ils avaient toujours présenté en public. Une autre partie, la partie lâche et coupable, voulait simplement disparaître. La décision fut prise par Chloé. La jeune femme, mue par un mélange toxique de jalousie, d'insécurité et d'arrogance juvénile, décida qu'elle ne serait pas éclipsée par une femme plus âgée, aussi élégante fût-elle. Après tout, c'était elle qui était avec Guillaume maintenant. C'était elle qui portait les cadeaux coûteux, qui occupait son lit, qui avait des projets d'avenir avec lui. Et Guillaume, murmura-t-elle, en le tirant par le bras. Allons saluer votre femme. C'est la chose polie à faire. Guillaume déglutit. Chloé, ce n'est peut-être pas le bon moment. Non, allons-y, répliqua-t-elle, marchant déjà vers le groupe autour de Camille. Nous sommes tous des adultes civilisés ici. Chloé ne se rendait pas compte qu'elle était sur le point de commettre l'erreur la plus catastrophique de sa jeune vie. Dans son esprit limité, ce serait le moment de son couronnement officiel, où elle se présenterait comme la nouvelle femme de Guillaume devant l'ancienne épouse, établissant définitivement le nouvel ordre hiérarchique. Camille vit l'approche du couple bien avant qu'il n'arrive près d'elle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Guillaume un bref instant et il se recroquevilla visiblement sous son regard. C'était comme si elle pouvait voir à travers lui, percevoir toute la culpabilité, tout l'embarras, toute la lâcheté qu'il portait. Camille. Guillaume força un sourire en s'approchant du groupe. Sa voix sortit plus aiguë qu'il ne l'avait voulu. Quelle surprise de vous voir ici. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Toutes les conversations voisines cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers le trio et même l'orchestre sembla baisser de volume. C'était comme si toute la salle retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Camille regarda Guillaume un long moment, son expression parfaitement sereine. Quand elle parla enfin, sa voix avait la froideur tranchante de l'acier trempé. Et Guillaume, quelle intéressante coïncidence. Elle fit une pause calculée,
laissant son embarras s'intensifier. Je pensais que vous étiez à Lyon cette semaine, pour une réunion importante avec des investisseurs. N'est-ce pas ce que vous aviez dit? Le mensonge fut exposé avec une élégance chirurgicale. Guillaume avait inventé cette excuse pour expliquer son absence de la maison ces derniers jours, alors qu'en réalité il était dans un hôtel de luxe avec Chloé, se préparant pour le bal. Maintenant, confronté à sa propre malhonnêteté en public, il bégaya « Je ». La réunion a été annulée à la dernière minute. « Quel dommage », murmura Camille, son ton suggérant exactement le contraire. Eh bien, au moins vous n'avez pas manqué un événement aussi important que celui-ci. C'est alors que Chloé décida d'intervenir. La jeune femme, interprétant mal le moment et pensant que Camille se montrait soumise en n'affrontant pas directement la situation, fit un pas en avant avec un sourire qui se voulait sympathique mais qui parut condescendant. « Vous devez être Camille, dit-elle en tendant une main aux ongles rouges parfaitement manucurés. Je suis Chloé Morel. J'ai tant entendu parler de vous. » Le groupe autour d'eux retint collectivement sa respiration. C'était un moment de tension si palpable que même les invités les plus éloignés commencèrent à s'approcher discrètement, sentant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Camille regarda la main tendue de Chloé un instant qui parut une éternité. Puis, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, elle la salua délicatement. « Chloé. Oui, j'ai moi aussi beaucoup entendu parler de vous. » La phrase fut prononcée avec une telle élégance qu'il fallut quelques secondes à Chloé pour en percevoir le venin. « Et Guillaume m'a dit que vous travailliez ensemble, » poursuivit Camille, sa voix conservant le ton parfaitement poli de la haute société. « Quelque chose concernant le conseil en développement de projet. » Guillaume ouvrit la bouche pour répondre, mais Chloé l'interrompit, clairement désireuse d'établir sa véritable position. « Oh, nous sommes bien plus que de simples collègues de travail, » rit-elle. Un son aigu qui résonna inconfortablement dans le silence du salon. En vérité, Guillaume et moi avons une relation très spéciale. Les mots sortirent de sa bouche avec l'assurance de quelqu'un qui croyait révéler une vérité qui lui donnerait le pouvoir sur la situation. Au lieu de cela, elle venait de tomber dans le piège le plus élégant jamais tendu lors d'un événement mondain sur la Côte d'Azur. Camille inclina légèrement la tête, comme si elle traitait une information particulièrement intéressante. « Ah, je vois, » dit-elle, sa voix conservant toujours cette politesse mortelle. « Comme c'est courageux de votre part de rendre cela public de cette manière. » Le mot « courageux » fut prononcé d'une manière qui sonnait exactement comme son antonyme. Chloé commença à réaliser que quelque chose n'allait pas, mais sa jeunesse et son inexpérience ne lui permettaient pas de décoder complètement les nuances de la conversation. Guillaume, en revanche, était pâle comme un linge. Il connaissait assez bien Camille pour reconnaître les signes de danger, le ton excessivement poli, le sourire qui ne se reflétait pas dans ses yeux, la posture droite et contrôlée. Elle était furieuse, mais exprimait cette fureur à travers les codes raffinés de la haute société, ce qui la rendait infiniment plus dangereuse que n'importe quelle explosion émotionnelle. « Et Camille, tenta-t-il d'intervenir. Peut-être devrions-nous. » « Oh, Guillaume, » l'interrompit-elle doucement. « Nul besoin d'être gêné entre personnes civilisées. » Elle se tourna vers Chloé avec un intérêt renouvelé. « Et dites-moi, ma chère, depuis combien de temps travaillez-vous ensemble ?» Chloé, interprétant la question comme une occasion d'établir sa suprématie, répondit avec un orgueil juvénile, environ 8 mois. Guillaume a été un merveilleux mentor. Mentor, répéta Camille, comme si elle savourait le mot. Quel terme intéressant pour décrire la relation. L'air dans le salon était si chargé de tension que même les serveurs avaient cessé de circuler avec les plateaux de champagne. Des dizaines de regards étaient fixés sur le trio et Laurent Giroux, le journaliste mondain, observait tout d'une distance stratégique, prenant clairement des notes mentales pour sa chronique du lendemain. Françoise Chevalier s'approcha du groupe avec un sourire qui promettait des ennuis. « Et Camille, ma chère, dit-elle, sa voix chargée d'une fausse innocence. Quelle robe éblouissante. Chanel, n'est-ce pas? J'ai toujours envié votre goût impeccable pour la mode. Merci, Françoise.
vous savez ce que c'est. Certaines pièces ne se démodent jamais, n'est-ce pas? L'allusion était claire. L'élégance est intemporelle, contrairement à la mode passagère arborée par certaines personnes plus jeunes. Chloé, commençant enfin à comprendre qu'elle était subtilement attaquée, décida de contre-attaquer. « Votre robe est très belle aussi, dit-elle à Camille, son ton essayant de paraître généreux, mais échouant lamentablement. Un très classique. Elle a dû coûter très cher. Le commentaire fut une erreur grotesque. Suggérer que Camille se souciait du prix de ses vêtements, ou pire, qu'elle devait justifier ses dépenses, fut une démonstration d'un manque de classe qui fit écarquiller les yeux de plusieurs femmes présentes. Camille sourit. Cette fois, un sourire véritablement dangereux. « Ma chère, dit-elle, sa voix douce comme le velours mais tranchante comme un rasoir. Quand on a véritablement de la classe, le prix devient sans importance. C'est quelque chose avec lequel on est, ou qu'on n'acquiert jamais. » La phrase tomba sur Chloé comme une bombe silencieuse. Pendant un instant, la jeune femme resta sans voix, assimilant lentement le fait qu'elle venait d'être publiquement déclassée de la manière la plus élégante possible. Guillaume tenta d'intervenir à nouveau, la voix désespérée. « Bon, je pense que nous devrions tous. » Camille l'interrompit de nouveau, se tournant cette fois vers lui avec une attention totale. « Puisque nous sommes tous réunis ici de manière si informelle, c'est peut-être le bon moment pour clarifier certaines choses. » Le salon tout entier sembla s'être arrêté. Même l'orchestre avait cessé de jouer, comme si les musiciens voulaient eux aussi entendre la suite. « Les clarifications sont toujours les bienvenues, » murmura Françoise Chevalier, peinant à contenir son excitation. Camille ajusta les perles à son cou avec des mouvements délibérément lents, comme un matador préparant les stockades finales. « C'est que, dit-elle, sa voix portant maintenant un ton d'amusement sincère, il y a certaines illusions qui doivent être dissipées avant qu'elles ne causent plus d'embarras qu'elles n'en ont déjà causé. » Chloé sentit un frisson de panique lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Camille, une confiance absolue, une sérénité presque prédatrice qui suggérait qu'elle savait quelque chose d'important, quelque chose qui allait complètement changer la donne. « Je ne comprends pas, balbutia Chloé. « Oh, ma chère, répondit Camille, son sourire maintenant véritablement radieux. Vous allez comprendre. Vous allez tous comprendre. » Et c'est alors que Camille Fournier commença à détruire méthodiquement, élégamment et irréversiblement la vie de tous ceux qui avaient sous-estimé son pouvoir. « Et Guillaume, dit Camille, sa voix coupant le silence du salon comme du cristal contre du cristal. Puisque nous sommes entre amis, pourquoi ne raconteriez-vous pas à Chloé notre conversation d'hier soir? Le visage de Guillaume blêmit jusqu'à atteindre une couleur qui rivalisait avec les perles au cou de sa femme. Ses yeux s'écarquillèrent de panique absolue, car il n'y avait eu aucune conversation avec Camille la veille, ni aucune autre nuit ces dernières semaines. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bégaya-t-il, mais sa voix tremblante trahissait sa nervosité. Camille inclina la tête avec une curiosité feinte, comme si elle était sincèrement surprise par la réponse de son mari. Vraiment? Comme c'est étrange. Ma mémoire me fait peut-être défaut. Elle fit une pause théâtrale, balayant du regard le cercle de spectateurs qui s'était formé autour d'eux. Ou peut-être avez-vous oublié de mentionner à votre mentor que nous sommes toujours mariés. Le mot « mentor » fut prononcé avec une telle ironie que plusieurs personnes dans le groupe durent dissimuler des rires nerveux. Chloé sentit le sang lui monter au visage, comprenant enfin qu'elle était publiquement ridiculisée. « Bien sûr que nous savons que vous êtes mariés, » dit Chloé, essayant de reprendre un certain contrôle sur la situation. « Mais les mariages évoluent, n'est-ce pas? Parfois, les gens trouvent le bonheur à des endroits différents. »« Ah, oui, » acquiesça Camille d'un signe de tête gracieux. L'évolution. Un concept fascinant. Elle se tourna vers Françoise Chevalier avec un air conspirateur. « Françoise, vous qui êtes mariée à Robert depuis 30 ans, avez-vous déjà connu cette évolution ?» Françoise rit. Un son cristallin plein de malice aristocratique. « Jamais, ma chère. Robert sait très bien quelle est sa place.
Le commentaire était une pique directe à la masculinité de Guillaume, suggérant qu'il avait échoué en tant qu'homme à maintenir l'ordre dans son foyer. Plusieurs hommes présents toussèrent de manière inconfortable tandis que leurs épouses échangeaient des regards approbateurs. Sylvie Renaud rejoignit le groupe, ne voulant clairement pas manquer le spectacle. « Et Camille, quel plaisir de vous revoir à nos événements », dit-elle avec une fausse effusion. « Votre présence rehausse toujours le niveau de n'importe quelle occasion. » Très aimable, Sylvie. J'étais justement en train d'expliquer à la jeune Chloé comment fonctionnent certaines traditions dans notre société. Chloé se sentit de plus en plus acculée. Il y avait quelque chose dans la façon dont ces femmes parlaient, toujours courtoises, toujours élégantes, mais porteuses d'un venin subtil qu'elle ne pouvait contrer car elle ne maîtrisait pas les codes sociaux nécessaires. Les traditions peuvent être dépassées, dit-elle en essayant de paraître sophistiquée. Le monde moderne permet aux gens d'être plus authentiques dans leurs relations. Le silence qui s'ensuivit fut si profond qu'on pouvait entendre le tintement des cristaux du lustre se balançant doucement dans la brise de la climatisation. Camille observa Chloé un long moment, comme un félin étudiant sa proie avant l'attaque fatale. « L'authenticité, » répéta-t-elle lentement. « Quel mot puissant. Vous avez raison, ma chère. L'authenticité est fondamentale. » Elle fit une pause, son sourire devenant prédateur. « C'est précisément pour cela que je pense qu'il est temps d'être complètement authentique à propos de cette situation. » Guillaume tenta désespérément d'intervenir. « Et Camille, ce n'est peut-être pas l'endroit. » « Oh, mais c'est exactement le bon endroit, » l'interrompit-elle, sa voix conservant cette politesse mortelle. « Après tout, c'est ici que vous avez choisi de rendre public votre partenariat. Il n'est que juste de clarifier quelques détails pour nos chers amis. » Laurent Giroux s'était approché discrètement, son expression de journaliste flairant l'histoire du siècle. D'autres invités se rapprochaient également, créant un cercle de plus en plus large autour du trio central. « Voyez-vous, » poursuivit Camille, s'adressant maintenant directement à l'auditoire. « La chère Chloé croit avoir conquis le cœur de mon mari grâce à sa jeunesse et à son authenticité. » Elle marqua une pause pour un effet dramatique. Ce qu'elle ignore, c'est que Guillaume a un schéma très spécifique en ce qui concerne ses aventures extra-conjugales. Chloé écarquilla les yeux, réalisant soudain qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de dévastateur. « Un schéma ?» demanda Françoise, s'amusant clairement. « Oh, oui. Des jeunes femmes, ambitieuses, d'origine modeste, qui se laissent facilement éblouir par des cadeaux coûteux et des promesses d'ascension sociale, » énuméra Camille avec la précision d'un scientifique cataloguant des spécimens. « Au cours des 15 dernières années, il y en a eu au moins, laissez-moi voir, 6. » Le nombre tomba sur Chloé comme un marteau. 6. Elle n'était pas spéciale, pas unique. Elle n'était que la dernière d'une longue lignée de remplaçantes temporaires. Guillaume était clairement désespéré. « Camille, s'il vous plaît. » « Oh, Guillaume, ne soyez pas modeste, » dit-elle avec une fausse admiration. « Vous avez un talent particulier pour trouver ces jeunes filles, toujours avec le même profil, réceptionniste, secrétaire, hôtesse, de jeunes femmes impressionnables qui confondent l'attention masculine avec le véritable amour. » Nathalie Bernard ne put retenir un petit rire. « Et qu'est-il arrivé aux 5 autres, ma chère ? » « Eh bien, » répondit Camille, comme si elle racontait une anecdote amusante à l'heure du thé. « Certaines ont été discrètement remerciées lorsqu'elles ont commencé à avoir des exigences importunes. D'autres ont découvert par elles-mêmes qu'elles n'étaient pas aussi spéciales qu'elles l'imaginaient. Une ou deux ont même réussi à faire des mariages avantageux avec des hommes plus disponibles. » Chloé sentait le monde tourner autour d'elle. Tout ce en quoi elle avait cru concernant sa relation avec Guillaume, son unicité, leur projet d'avenir, sa position privilégiée s'effondrait comme un château de cartes. « Mais le problème, » poursuivit Camille, s'adressant maintenant directement à Chloé, « c'est que vous avez commis une erreur qu'aucune des autres n'a commise. » « Quelle erreur ? » La question sortit comme un murmure étranglé. « Vous avez cru que vous aviez gagné. » Les mots tombèrent sur Chloé avec le poids d'une sentence judiciaire. Elle regarda autour d'elle,
voyant pour la première fois les expressions des invités. Pas d'admiration ni d'envie, comme elle l'avait imaginé, mais de la pitié mêlée de mépris aristocratique. Et Guillaume ne m'a jamais parlé des autres, balbutia-t-elle, se tournant vers lui en quête d'un démenti, d'une explication, de n'importe quoi qui pourrait restaurer sa réalité. Guillaume ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Sa culpabilité était inscrite sur son visage comme un tatouage. Bien sûr qu'il ne vous en a pas parlé, dit Camille doucement. Pourquoi l'aurait-il fait? Cela gâcherait le fantasme qu'il crée pour chacune d'entre vous. Le fantasme que vous êtes spéciale, que vous êtes différente, que cette fois, c'est le grand amour. Françoise Morera secoua la tête avec une réprobation théâtrale. Les hommes peuvent être si cruels, n'est-ce pas? Faire croire à ces pauvres filles des contes de fées. La cruauté, dit Camille, ne réside pas dans le fait d'avoir des liaisons. Les hommes puissants ont toujours eu des maîtresses. C'est presque une tradition. La cruauté, c'est de créer de faux espoirs, de faire croire à ces femmes qu'elles peuvent occuper une place qui ne leur a jamais été destinée. Chloé explosa enfin. Et quelle est cette place? Celle de l'épouse soumise, qui accepte tout en silence? Le salon tout entier retint son souffle. C'était la première fois que quelqu'un affrontait directement Camille, et tous voulaient voir comment elle allait réagir. Camille sourit. Pas le sourire élégant et contrôlé qu'elle avait gardé toute la soirée, mais un sourire authentique, presque amusé. « Oh, ma chère, dit-elle, sa voix portant un mélange de pitié et de condescendance. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Vous pensez que je suis ici en tant qu'épouse humiliée, essayant de reconquérir un mari infidèle? » Elle fit une pause, balayant du regard tous les visages autour d'elle. « Je ne suis pas venue ici pour me battre pour Guillaume. Je suis venue pour le rendre. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. On n'entendait même pas le bruit des chaussures des serveurs sur le marbre. « Le rendre, répéta Chloé, confuse. « Oui, ma chère. Vous pouvez le garder. » Camille fit un geste élégant de la main, comme si elle offrait un cadeau peu désirable. « En fait, j'insiste. Après tout, vous vous méritez l'un l'autre. » Guillaume retrouva enfin sa voix. « Et Camille, de quoi parlez-vous? » « Je parle de liberté, Guillaume. La vôtre, et la mienne. » Elle ouvrit son sac Hermès et en sortit une enveloppe scellée. « Les papiers du divorce ont été déposés hier. Vous devriez recevoir la notification officielle lundi. » L'enveloppe passa de main en main comme une grenade dégoupillée. Guillaume la tint de ses doigts tremblants, son visage exprimant un choc absolu. « Mais, nous n'en avons même pas parlé. » « Si, nous en avons parlé pendant 8 mois, Guillaume. Chaque fois que vous rentriez à la maison avec le parfum d'une autre femme, chaque fois que vous mentiez sur l'endroit où vous aviez été, chaque fois que vous me traitiez comme un meuble qui décore la maison mais ne participe pas à la vie qui s'y déroule. » La voix de Camille restait sereine, mais il y avait de l'acier trempé dans chaque mot. La conversation a été longue et unilatérale, mais elle a eu lieu. Chloé regarda Guillaume, s'attendant à ce qu'il proteste, qu'il lui déclare son amour, qu'il confirme les projets d'avenir qu'ils avaient faits ensemble. Au lieu de cela, il fixait l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Combien veux-tu » fut la première chose qu'il parvint à dire. La question en révéla tant sur son caractère que plusieurs femmes présentes eurent des expressions de dégoût à peine dissimulées. « Ah, Guillaume, dit Camille en secouant la tête avec une fausse tristesse, toujours à tout réduire à l'argent. Je ne veux pas de votre argent, mon cher. J'ai le mien. Le tien? Oui. L'héritage de grand-mère Colette, que vous avez toujours supposé insignifiant parce que ce n'était que des petites choses de femmes, comme des biens immobiliers et des actions. En réalité, il vaut plus que votre entreprise. Elle sourit. Bien plus. Le choc sur le visage de Guillaume était comique. Pendant 15 ans, il avait assumé être le seul soutien de famille, le seul à disposer de ressources importantes. Découvrir que sa femme était non seulement indépendante financièrement, mais potentiellement plus riche que lui, fut un coup dévastateur pour son ego masculin. De plus,
poursuivit Camille nonchalamment, mon entreprise de conseil en art a beaucoup grandi ces dernières années. Des clients internationaux, vous savez, des gens qui apprécient l'authenticité et l'expertise. Chloé comprit enfin toute l'étendue de son humiliation. Elle avait tout misé sur un homme qui, elle le découvrait maintenant, ne valait même pas la moitié du prix qu'elle avait imaginé. Alors vous nous donnez votre bénédiction, balbutia-t-elle, essayant de trouver un semblant de dignité auquel s'accrocher. Oh, ma chère, ce n'est pas vraiment une bénédiction, répondit Camille avec une gentillesse mortelle. C'est plutôt comme retourner un produit défectueux au magasin. La phrase résonna dans le salon comme un coup de feu. Plusieurs personnes rirent ouvertement, incapables de contenir leur réaction face à l'élégance brutale de la réponse. Guillaume explosa enfin. « Et Camille, tu ne peux pas m'humilier comme ça publiquement. » « Vous humilier ?» Elle parut sincèrement surprise. « Et Guillaume, mon cher, je n'ai fait que dire la vérité. Si la vérité est humiliante, le problème ne vient peut-être pas de moi. » Laurent Giroux s'approcha avec son sourire de prédateur social. « Et Camille, puis-je avoir une déclaration pour ma chronique ? » Bien sûr, Laurent. Elle se tourna vers lui avec la grâce d'une actrice expérimentée. Vous pouvez dire que j'entame un nouveau chapitre de ma vie. Parfois, quand une porte se ferme, on se rend compte qu'en fait, elle nous enfermait dans un endroit trop petit pour nos rêves. Quant au projet futur, je déménage à Paris la semaine prochaine. J'ai quelques projets intéressants qui m'y attendent. Paris. Le mot tomba sur Guillaume comme une sentence finale. Non seulement Camille divorçait de lui, mais elle fuyait littéralement le pays, mettant un océan entre eux. Chloé, tentant une dernière carte désespérée, dit « Eh bien, au moins maintenant Guillaume et moi pouvons être heureux ensemble, sans secret ni mensonge. » Camille la regarda avec un mélange de pitié et d'amusement. « Oh, ma chère, douce et naïve Chloé, dit-elle, sa voix chargée d'une condescendance presque maternelle. Pensez-vous vraiment qu'un homme qui a trompé sa femme avec vous ne vous trompera pas avec une autre ? » La vérité de cette affirmation frappa Chloé comme un coup de poing à l'estomac. Elle regarda Guillaume, cherchant un signe de démenti, une garantie de fidélité future. Au lieu de cela, elle vit un homme en panique totale, plus préoccupé par les implications financières du divorce que par les sentiments de l'une ou l'autre des deux femmes présentes. « Et Guillaume » murmura-t-elle, une supplication claire dans sa voix. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre car, au fond, il savait que Camille avait raison. Et c'est dans ce moment de silence absolu que Camille Fournier porta le coup de grâce. « Bien » dit Camille, ajustant les perles à son cou d'un mouvement élégant et définitif. Ce fut un plaisir de clarifier tout cela. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois dire au revoir à quelques chers amis avant mon voyage. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Ah, et Chloé ? La jeune femme leva des yeux pleins d'espoir, croyant peut-être que Camille lui offrirait un mot de réconciliation ou un conseil. La robe rouge vous va à merveille, mais pour les événements caritatifs, des couleurs plus sobres sont plus appropriées. C'est une question de savoir-vivre. La critique finale fut livrée avec une telle élégance que même les observateurs les plus expérimentés eurent besoin de quelques secondes pour en saisir toute la brutalité. Camille venait de donner une leçon d'étiquette au milieu d'une humiliation publique, établissant définitivement la hiérarchie sociale entre elles. Chloé resta là, paralysée par la honte, tandis que Camille s'éloignait gracieusement. Guillaume resta à ses côtés, mais il était évident pour tous qu'il était en état de choc, assimilant encore la rapidité avec laquelle sa vie s'était effondrée. Laurent Giroux observa la scène avec le regard aiguisé de celui qui venait d'assister à l'histoire mondaine de l'année. Il rédigeait déjà mentalement son titre, « La vengeance élégante, comment Camille Fournier a transformé l'humiliation en triomphe au bal le plus commenté de la saison. » Tandis que Camille circulait dans le salon pour dire au revoir aux invités, chaque conversation réaffirmait sa position de véritable gagnante de la soirée. Françoise Morera l'étreignit chaleureusement. « Ma chère, vous avez été magistrale. Je n'ai jamais vu personne garder autant de classe dans une situation aussi délicate.
Merci, Françoise. Parfois, l'élégance est la meilleure des vengeances. Nathalie Bernard rejoignit le groupe. Paris, quel romantisme. Avez-vous des projets précis là-bas? En fait, oui. Les yeux de Camille brillèrent d'un enthousiasme sincère. J'ai été invitée à devenir consultante en art pour une galerie très prestigieuse du 8e arrondissement. Et il y a aussi d'autres possibilités intéressantes. Le sourire mystérieux sur son visage suggérait qu'il y avait bien plus à l'histoire, mais Camille n'était pas encline à divulguer les détails, laissant l'imagination des autres combler les vides. De l'autre côté du salon, Chloé commença enfin à bouger, comme une somnambule sortant d'un cauchemar. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était devenue le centre d'un type d'attention très différent, non pas de l'admiration, mais de la pitié mêlée de malice. Les chuchotements suivaient ses mouvements. La pauvre, elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Là elle pensait pouvoir entrer dans la haute société par la petite porte. Et Guillaume a toujours eu un goût douteux pour les maîtresses. Chaque commentaire était comme un coup de poignard dans son orgueil. Chloé était arrivée au bal en croyant qu'elle serait couronnée nouvelle reine. Au lieu de cela, elle avait été publiquement démasquée comme une prétendante naïve et inadéquate. Guillaume tenta de s'approcher d'elle. Chloé, parlons en privé. Non. Elle s'écarta comme s'il était contagieux. Ne me touchez pas. Vous m'avez menti sur tout. Les larmes commencèrent à couler sur le maquillage parfait de Chloé, traçant des sillons sombres sur ses joues. La prise de conscience qu'elle n'avait été qu'une parmi tant d'autres femmes jetables fut dévastatrice pour quelqu'un qui s'était toujours considéré comme spécial. Chloé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Guillaume essaya de nouveau, mais sa voix sonnait désespérée et peu convaincante. M'expliquer quoi? Que je suis la 6e? Que je n'ai jamais été spéciale? Que tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser? Sa voix devint de plus en plus forte, attirant encore plus de regards. J'ai quitté mon emploi, j'ai déménagé, j'ai dit à ma famille que j'allais épouser un homme d'affaires important. La confession publique de sa naïveté ne fit qu'approfondir son humiliation. Certains invités secouèrent la tête avec pitié, tandis que d'autres échangèrent des regards du genre « je vous l'avais bien dit », typique de la haute société lorsque leurs prédictions se réalisent. Maxime de Courcy, le jeune héritier qui avait flirté avec elle plus tôt, s'approcha avec un sourire condescendant. Chloé, ne vous désespérez pas ainsi. Guillaume a toujours été connu pour ses aventures temporaires. Vous n'auriez pas dû vous attacher autant. L'observation, bien que se voulant consolante, ne fit que confirmer que toute la société connaissait la réputation de Guillaume, sauf elle. Chloé réalisa qu'elle avait été la dernière à être au courant de sa propre relation. Pendant ce temps, Camille continuait sa tournée d'adieu triomphale. Chaque conversation révélait plus de détails sur ses projets futurs, brossant le portrait d'une femme qui non seulement s'était échappée d'un mariage malheureux, mais avait méticuleusement planifié son ascension vers une vie meilleure. La Galerie du Bois est l'une des plus respectées de Paris, racontait-elle à un groupe d'amatrices d'art. Ils ont été impressionnés par mon travail de commissaire pour l'exposition Monet l'année dernière. Ce qu'elle ne mentionnait pas, mais qu'ils découvriraient plus tard par les canaux de la presse mondaine internationale, c'est que Pierre Martin, le propriétaire de la galerie, était un veuf aristocratique de 45 ans qui avait été séduit non seulement par l'expertise professionnelle de Camille, mais aussi par son élégance personnelle. Sylvie Renaud attira Camille dans un coin plus discret. « Ma chère, puis-je poser une question indiscrète? Ce déménagement à Paris, quelqu'un vous y attend ?» Camille sourit avec un mystère calculé. « Et disons qu'il y a des possibilités intéressantes. Un homme qui apprécie l'intelligence autant que la beauté, qui comprend qu'une femme peut être une partenaire, pas seulement un ornement. Français, avec l'élégance que seuls les Français possèdent. » Et elle baissa la voix d'un air conspirateur, et avec des ressources qui font passer les affaires de Guillaume pour un bazar de quartier. Sylvie rit, ravie. « Ma chère, vous êtes tout simplement inspirante. Transformer la trahison en libération, l'humiliation en triomphe, c'est une œuvre d'art.
De l'autre côté du salon, Guillaume parvint enfin à calmer suffisamment Chloé pour une conversation plus privée. Ils s'éloignèrent dans l'une des plus petites salles de la villa, loin des regards curieux. « Chloé, je sais que tu dois être confuse, mais nous pouvons surmonter ça. » « Surmonter ça ?» Elle le dévisagea avec incrédulité. « Et Guillaume, tu t'es moqué de moi pendant 8 mois. Tu m'as fait croire que j'étais spécial, que j'avais un avenir avec toi. Et tu en as un. Maintenant que Camille demande le divorce, nous pouvons enfin être ensemble officiellement. Avec quel argent ? » La question sortit plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu as entendu ce qu'elle a dit ? Elle est plus riche que toi. Dans le divorce, tu pourrais perdre la moitié de tout ce que tu possèdes. » La réalité financière frappa Guillaume comme une gifle. Pendant des années, il avait supposé qu'il contrôlait toutes les finances du couple. Découvrir que Camille non seulement avait ses propres ressources, mais qu'elles étaient supérieures aux siennes, fut un choc dévastateur. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. « Les actions, l'immobilier, ce ne sont que des héritages familiaux. Des héritages qui valent plus que ton entreprise. » Chloé commençait à voir Guillaume tel qu'il était vraiment, non pas l'homme d'affaires prospère et puissant qu'elle avait imaginé, mais un homme d'âge mûr qui venait de découvrir que sa femme était son bien le plus précieux, et qu'il l'avait perdu. À ce moment, Laurent Giraud apparut à la porte de la salle. « Et Guillaume, puis-je avoir un mot pour ma chronique de demain ? » « Il n'y a rien à commenter, » répondit sèchement Guillaume. « Oh, mais si. L'épouse la plus élégante de la Côte d'Azur qui annonce son départ pour Paris, l'un des divorces les plus civilisés que j'ai jamais vus. C'est une histoire fascinante. » Laurent ne demandait pas vraiment la permission. Il informait que l'histoire serait publiée, avec ou sans la coopération de Guillaume. « Et vous, Chloé ?» Laurent se tourna vers elle avec un intérêt journalistique. « Un commentaire sur les événements de la soirée ?» Chloé regarda Guillaume, s'attendant à ce qu'il la défende, qu'il déclare publiquement leur projet d'avenir commun. Au lieu de cela, il sembla se recroqueviller encore plus, clairement peu disposé à s'engager publiquement avec elle après le désastre de la soirée. Ce manque de soutien fut la goutte d'eau. Chloé réalisa qu'elle avait perdu non seulement la bataille contre Camille, mais aussi toute chance d'avenir avec Guillaume. Il était trop lâche pour la défendre quand elle en avait besoin, trop faible pour assumer la responsabilité de ses propres actes. « Mon seul commentaire, » dit-elle en redressant les épaules avec une dignité retrouvée, « c'est que certaines leçons de vie coûtent trop cher pour en valoir la peine. » Sur ces mots, Chloé quitta la pièce, laissant Guillaume seul avec Laurent Giraud et le poids de ses propres choix. 3 ans plus tard. Paris. L'appartement du 8e arrondissement avait une vue sur la tour Eiffel et était décoré avec une combinaison parfaite d'élégance française et de sophistication. Camille Fournier, maintenant Camille Martin, était assise sur la terrasse, prenant son petit déjeuner tout en regardant ses jumeaux de 2 ans, Henri et Béatrice, jouer dans le jardin privé. Pierre Martin entra sur la terrasse, portant un plateau avec des croissants frais et le journal du matin. « Mon amour », dit-il en embrassant doucement le front de Camille. « Il y a un article intéressant ici. » Camille sourit, acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. À 38 ans, elle rayonnait d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu pendant ses 15 années de mariage avec Guillaume. Pierre n'était pas seulement un meilleur mari, c'était un véritable partenaire, quelqu'un qui respectait son intelligence et son ambition autant qu'il admirait sa beauté. Quel genre d'article ? Sur les faillites d'entreprises. Il semble qu'une société de promotion immobilière nommée Lambert Promotion Immobilière a mis la clé sous la porte le mois dernier. Camille haussa un sourcil avec intérêt. Apparemment, l'article mentionne une mauvaise gestion financière et des poursuites judiciaires. Le propriétaire, Guillaume Lambert, fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Camille ne ressentit aucun plaisir à cette nouvelle. Cette phase de sa vie était complètement terminée, mais il y avait une certaine justice poétique dans le fait que Guillaume, qui s'était toujours considéré comme financièrement supérieur à elle, avait tout perdu par sa propre incompétence. « Et la jeune femme qui était avec lui ce soir-là à la villa ?» demanda Pierre, qui connaissait toute l'histoire. « Chloé,
songea Camille un instant. J'ai entendu dire qu'elle a épousé un dentiste à Cagnes-sur-Mer. Apparemment, elle a retenu la leçon sur le fait de ne pas parier sur les mauvais chevaux. Pierre rit, un son riche et chaleureux qui résonna sur la terrasse. Tu es terrible, ma chérie. Henri courut vers la table, parlant un adorable mélange de français. Maman, regarde. J'ai trouvé une fleur pour toi. Camille prit son fils sur ses genoux, acceptant la petite marguerite qu'il avait cueillie dans le jardin. Béatrice les rejoignit bientôt, exigeant la même attention. Mes petits trésors, murmura Pierre, observant la scène avec une adoration évidente. C'était la vie que Camille s'était construite, non pas comme une vengeance contre Guillaume, mais comme une récompense pour son propre courage. Elle avait transformé la trahison en libération, l'humiliation en opportunité, une fin en un nouveau départ. La Galerie Martin était devenue l'une des plus prestigieuses de Paris sous sa direction, et elle attendait son troisième enfant, une fille qu'ils appelleraient Sophie, en hommage à sa grand-mère Colette, qui lui avait laissé l'héritage qui avait rendu son indépendance possible. En regardant ses enfants jouer dans le jardin parisien, Camille repensa à la nuit à la villa Efrussi de Rothschild, 3 ans auparavant. Elle avait planifié chaque détail de cette humiliation publique, mais elle réalisait maintenant que la vraie victoire n'avait pas été de détruire Guillaume et Chloé ce soir-là. La vraie victoire, c'était celle-ci, une vie construite selon ses propres termes, avec un homme qu'il aimait entièrement, des enfants qui comblaient son cœur et une carrière qui épanouissait son âme. Finalement, Camille Fournier avait découvert que la meilleure des vengeances n'est pas la destruction de ses ennemis, mais la construction d'une vie si spectaculaire qu'elle rend insignifiant tout ce qu'ils ont fait pour tenter de vous rabaisser.